Monsieur le Président, bien que ma contribution au débat entourant l'évaluation au mérite du projet de loi C-526 portant sur la détermination de la peine à imposer selon un schème propre aux instances criminelles en sera une d'adhésion aux principes liés à l'étude en comité. J'insisterai également sur le caractère discutable d'une codification de critères appréciatifs en matière sententielle. Maintenant, Monsieur le Président, l'évaluation mérite, ça s'applique bien sûr au contexte de travail, aux relations de travail. Lorsque l'on doit se pencher sur le cas d'un employé, on pèse souvent, on soupèse les grands avantages, on soupèse les forces et les faiblesses d'un employé en particulier. Et selon ma propre appréciation, ce type de raisonnement-là et ce type d'exercice-là se transpose également pour l'évaluation des projets de loi qui sont soumis à notre attention. Dans ce cas-ci, un projet de loi privé. J'insiste encore une fois, Monsieur le Président. Donc, c'est les idéaux qui doivent primer et dans ce cas-ci, Monsieur le Président, le projet de loi à l'étude s'attarde d'abord et avant tout au principe de détermination de la peine, au principe de représentation sur sentence. Et ça, Monsieur le Président, quitte à me répéter, le droit criminel en est un de pratique, en est un de coutume, droit coutumier beaucoup, et ça joue beaucoup de districts judiciaires à un autre. Je pense, entre autres, regardez, à titre d'exemple, dans le district judiciaire aux alentours de Fort McMurray, eh bien, il y a des chances que ce soit un peu plus drastique compte tenu de la dégradation et de la détérioration du tissu social. À titre indicatif, Monsieur le Président, j'ai eu vent au cours de l'été, un intervenant social m'a indiqué que la ville de Fort McMurray a beaucoup de problématiques avec la résurgence, la réapparition de la syphilis dans cette région-là. Donc, je comprends à ce moment-là qu'il y a de la criminalité et qu'à certains endroits au Canada, eh bien, il faut appuyer sur des principes un peu plus poussés en matière de détermination de la peine. Mais ça explique un peu la divergence et ça explique la particularité propre à chacun des districts judiciaires, Monsieur le Président. Donc, jusqu'à tout récemment, et j'aime encore penser que c'est le cas, les magistrats et les procureurs de la Couronne jouissaient d'une latitude tout de même appréciable en matière de détermination d'une peine appropriée face à une situation donnée. Et lorsque je disais que c'est un droit coutumier, eh bien, dans ce cas-ci, lors de la représentation sur sentence, les procureurs de la Couronne font valoir certains arguments et s'appuient sur de la jurisprudence, sur de la doctrine, mais les procureurs de la Couronne, ça m'importe ici, les procureurs de la défense, pardonnez-moi, Monsieur le Président, les procureurs de la défense jouissent aussi de cette latitude-là et vont soumettre le tout. Et le juge, au final, n'a pas les mains liées et va rendre la décision qui s'impose dans une situation donnée. Et dans le cas qui nous préoccupe avec ce projet de loi privé, Monsieur le Président, eh bien, on tente encore une fois de faire de l'ingérence dans l'administration de la justice. C'est perceptible au niveau de l'administration de la justice, mais on l'a vu à plusieurs reprises au cours des dernières années. Avec ce mandat-là, les conservateurs tentent par des moyens détournés d'influer, d'interférer avec des matières qui étaient enchâssées jusque-là et dont l'impartialité et la transparence étaient sans reproche jusqu'à tout récemment. Donc, il faut insister sur l'absence de nécessité d'allonger la liste des facteurs aggravants de diverses infractions prévues au Code criminel. Il y a déjà plusieurs circonstances aggravantes, Monsieur le Président, qui sont codifiées et les juges puisent et les procureurs de la Couronne également insistent lors de la représentation sur sentence pour indiquer que tel et tel fait au dossier, Monsieur le juge, doivent être considérés comme des circonstances aggravantes et c'est au juge de décider au final. Partant de ce constat, il est essentiel de procéder à l'étude de certains aspects du projet de loi avec plus d'attention afin d'apprécier la portée d'une nouvelle catégorie de circonstances aggravantes majeures. Vous voyez la gradation, Monsieur le Président. Prochainement, on va être circonstances aggravantes universelles, suprêmes. Regardez, le nombre de qualificatifs nous manque à un moment donné. De circonstances aggravantes majeures, son interprétation éventuelle par la magistrature et le caractère particulier de 718.2 AIF qui diffère de la définition du Code pour une organisation criminelle. À titre indicatif, Monsieur le Président, le projet de loi C-526 fait référence à 3 infractions. Je vais les lire rapidement. La première, une infraction liée à un groupe composé d'au moins 3 personnes ayant le but commun de faciliter ou de commettre une infraction. Selon ma propre appréciation, c'est déjà couvert par le Code. Deuxième, une infraction de criminalité organisée. C'était pas dans la première définition. Bref. Troisième, une infraction de terrorisme. À titre indicatif, c'est déjà une circonstance aggravante en vertu de 718.2 avec le Code criminel sous sa forme actuelle. Donc, Monsieur le Président, il faut noter au passage le caractère récurrent des initiatives législatives révisionnistes mises de l'avant par ce gouvernement au cours de ce mandat. J'insiste sur le mot révisionniste, Monsieur le Président, parce que ça ne s'applique pas simplement au droit criminel ou à la pratique du droit, mais on l'a vu à bien d'autres domaines. Au niveau du terrorisme,
il y a cette impending doom, où il y a cette possibilité, c'est un peu chimérique. Je vous le soumets humblement avec la réalité telle qu'on la connaît au Canada. C'est un peu far-fetched, mais bon, il y a des gens qui semblent accrocher et porter une attention hors norme à cette notion. Donc, c'est superfétatoire, si vous me permettez l'expression, au final, Monsieur le Président, puisque l'on rajoute des critères. Simplement, dans ce cas-ci, selon ma propre évaluation, c'est partagé par bien d'autres spécialistes et bien d'autres praticiens du droit, je vous dirais, Monsieur le Président, qu'on tente d'abord et avant tout, avec ce projet de loi privé, de plaire à une base électorale et surtout avant le temps des fêtes, on essaie de montrer ce gouvernement se targue d'être tough on crime et donc ils ont une pente à remonter, surtout considérant les dernières statistiques et les derniers résultats des sondages. Je vous dirais que ce gouvernement tente le plus possible de faire plaisir à ses bases et également de faire plaisir à des lobbies fort puissants. Je vous soumets humblement, Monsieur le Président, que la clientèle carcérale représente également une part de l'économie. Pour certains, c'est fort déplorable, c'est fort contentieux, mais pour certains, ça peut représenter une partie appréciable de notre développement économique ici au pays, et ce type de législation-là vient d'en témoigner amplement. Maintenant, Monsieur le Président, on va parler des représentations sur sentence parce que c'est le nerf de la guerre dans ce dossier-ci. Les critères et les circonstances aggravantes interviennent au stade de la représentation sur sentence. Lorsque on fait des plaidoyers sur sentence, les deux procureurs sont présents. Et lorsque l'on parle de situations graves, on parle ici de terrorisme, on parle de complot, on parle de crime organisé, le plus souvent, les représentations sur sentence vont être à part. Ça va être une étape à part. Lorsque le client se fait reconnaître, sa culpabilité est reconnue, il y a une autre étape où les procureurs, ça peut même durer plusieurs jours, plusieurs heures, plusieurs semaines à la limite, dépendamment de la gravité du dossier. Dans des cas d'homicide, ça peut durer plusieurs semaines. Une représentation sur sentence, c'est à ce moment-là que les juristes et que les avocats, tant de la couronne que de la défense, vont faire valoir leurs prétentions et vont s'appuyer sur de la législation, bien entendu, mais de la doctrine et de la jurisprudence, c'est-à-dire tous les arrêts concordants et qui s'y rapprochent. Donc, c'est un processus qui est coutumier et qui est assez convivial, si vous me permettez l'expression, Monsieur le Président. J'aime penser que le droit criminel, la pratique, en est une d'abord de terrain et qu'elle reflète les particularités d'un district judiciaire donné. C'est la raison pour laquelle il y avait une grande latitude et le juge également jouissait d'une très grande latitude quant à l'imposition d'une sentence qui était éclairée vu les circonstances. Maintenant, les conservateurs, une fois de plus, tentent d'imposer. Tout à l'heure, j'entendais mon confrère à l'avant, d'ailleurs, ça me revient à l'esprit, qui est en train de diminuer le plea bargaining. Tentait de dire que souvent les gens sont liés et que le plea bargaining est le dernier rempart et que les gens sont obligés de se résoudre à faire du plea bargaining à défaut d'avoir une sentence appropriée. Je vous dirais, Monsieur le Président, le plea bargaining permet aux citoyens canadiens de sauver des fonds considérables et permet également de huiler l'administration de la justice et permet d'accélérer le tout, si vous me permettez, ou à tout le moins d'y aller de façon fluide avec le processus judiciaire. C'est la raison pour laquelle le plea bargaining demeure essentiel et c'est la discussion entre des juristes qui vont arriver à un consensus au final. Donc, cette énième tentative des conservateurs de contrôler l'administration de la justice est fort déplorable et ils en paieront le prix au final. Les sommités du barreau canadien se sont aussi attardées au caractère de contraignabilité endossé par les ajouts entrevus. À leur avis, je cite, « Le fait d'obliger les juges à conclure qu'il y a un facteur aggravant du fait que 3 personnes aient commis un crime ensemble, par opposition à tout autre chiffre, est inutile en regard de l'objectif de protection du public poursuivi par le projet de loi. » Sur ce, je vous laisse digérer le tout. Bonne fin de journée.